Bienvenue au Japon. Le Japon, c'est le pays des robots. Ici, les hommes pensent que les machines ont une âme. J'ai rendez-vous aujourd'hui au nord de Tokyo, la capitale, pour un voyage vers le futur. Dans cette usine, les hommes ne sont pas seuls. Ils travaillent avec d'étranges créatures. Mais il porte un nom? Il s'appelle Fulibunya. Chaque robot a son propre nom. C'est pour ça qu'on a plus de sympathie pour eux. C'est un robot humanoïde, donc je suis plus attachée à lui. Mais s'il pouvait parler, je l'aimerais encore plus. Et ce serait plus agréable de travailler avec lui. Déjà, ils envahissent nos usines. Ici, dans cette usine japonaise, ils travaillent avec les hommes. Et ils seront bientôt dans nos bureaux, dans nos maisons, dans nos magasins, dans nos hôpitaux. Demain, les robots seront partout. C'est une révolution qui met à portée le vieux rêve de l'homme, donner vie aux machines. Révolution troublante, révolution inquiétante, parce que c'est évidemment la même question que nous nous posons tous. Les robots vont-ils nous remplacer? Vont-ils nous piquer nos boulots? C'est le thème de ce 5e numéro de l'Angle Écho. Au sommaire, je suis un robot humanoïde conçu en France. Les robots français sont parmi les meilleurs au monde. Les robots compagnons, de communication, robots médicaux, voitures sans chauffeur ou robots agricoles, vous le verrez, ils sont déjà parmi nous. Et nous irons au Japon, c'est le pays des robots. Robots industriels, robots présentateurs télé. La robomania sévit depuis longtemps au pays du soleil levant. En clair, les Japonais en sont dingues. Et si l'ouvrier de demain n'était pas un humain? Reportage en France et en Chine. Est-ce la fin du travail pour l'homme ou au contraire une solution pour l'emploi? L'ouvrier du futur, au Japon, il est déjà là. Dans cette PME, 18 robots humanoïdes travaillent aux côtés de 240 ouvriers. Ce qu'ils fabriquent, des machines de traitement de monnaie pour les supermarchés et les banques. Monsieur Langlais, venez voir. C'est une machine extraordinaire. Elle est fabriquée par nos robots humanoïdes et elle encaisse la monnaie. Appuyez sur le bouton. J'appuie là? Oui, oui. Voilà, et elle rend la monnaie. Le travailleur de demain a de petites caméras à la place des yeux, des moteurs électriques à la place des bras qui reproduisent les mouvements humains. Et il est capable d'effectuer 15 tâches à la fois. Mais ça a coûté cher, tous ces robots, si on compare au coût du travail humain. Si on compare avec les salaires et les charges sociales de notre personnel, nous pouvons amortir le coût d'un robot au bout de 3 ans. C'est en tout cas ce que nous avons calculé pour un robot qui coûte 54 000 €. Voilà 3 ans que le premier robot est arrivé dans l'usine. Il a été accueilli non sans appréhension. Qu'est-ce que vous avez pensé quand les robots sont arrivés? Est-ce que ça vous a inquiété? Au début, je me suis demandé si je n'allais pas perdre mon boulot. Ce robot, ça m'a surprise. Et puis, je l'ai trouvé extraordinaire. Quels sont les avantages de ces robots? Est-ce que c'est lié au fait qu'ils ne prennent pas de vacances? Avoir ces robots, c'est forcément un avantage en termes de coût. Mais pour tout vous dire, la vitesse d'un robot est équivalente à 70% de la vitesse d'un salarié humain.
Mais évidemment, ils ne prennent jamais d'heures de pause et ces robots ne font jamais d'erreur. Au final, leur productivité est la même que celle d'un homme. Vous savez, au Japon, nous avons un taux de natalité très bas. Et notre société est de plus en plus vieillissante, avec un manque crucial de main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on a choisi cette solution d'automatisation avec ces robots humanoïdes. Dans un pays qui manque de bras, le robot semble complémentaire, voire salutaire. Remplacera-t-il un jour ses salariés? Un vieux fantasme de science-fiction. Le mot robot a d'ailleurs été inventé par le romancier Karel Čapek, un mot tchèque qui veut dire esclave. Voilà bien longtemps que les hommes rêvent d'asservir les machines. L'un des premiers humanoïdes était un chevalier en armure capable de bouger les bras et de s'asseoir, conçu par Léonard de Vinci en 1495. En 1738, le français Jacques de Vaucanson conçoit un spectaculaire automate, le canard digérateur, capable de boire et de manger. L'intelligence artificielle n'apparaît, elle, qu'avec la Deuxième Guerre mondiale. On la doit au mathématicien britannique Alan Turing et à sa machine, l'ancêtre de nos ordinateurs, qui a réussi à décoder les messages cryptés de l'armée allemande. De tout temps, ces machines intelligentes ont nourri les fantasmes de la littérature et du cinéma. Premier androïde à l'écran, Maria s'illustre dans Metropolis de Fritz Lang. Suivront en 1977 R2D2 et Z6PO dans La Guerre des Étoiles. En 1978, Goldorak, un dessin animé issu d'un manga japonais. Voilà pour les gentils. Mais les méchants, qui se retournent contre leurs créateurs et les dépassent, sont les plus nombreux. HAL 9000, dans l'Odyssée de l'espace en 1968, Terminator en 1984 ou Robocop en 1987, jusqu'à Ava dans Ex Machina qui sort ces jours-ci. Après avoir peuplé les romans et les films, les robots reviennent aujourd'hui dans la réalité, celle de notre quotidien. Bonjour l'équipe de l'Angle Écho. Je m'appelle Nao. Je suis un robot humanoïde imaginé en France. Il ne mesure que 60 cm. Mais avec son regard malin, sa carrure d'athlète, voici le robot compagnon le plus vendu au monde. Désolé, je crois que j'ai glissé. Laissez-moi me relever. Cette star de la robotique est française. Et depuis 2 mois, elle est la mascotte de cette maison de retraite. Bonjour tout le monde. Que diriez-vous de faire un peu d'exercice pour se remettre en forme? C'est moi. Un robot dans une maison de retraite, une première en France. C'est la mairie d'Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, qui en a eu l'idée. Si vous appuyez sur mon pied gauche, je fermerai mes doigts. Merci. Une fois par semaine, on va chercher le plafond. Super. Aux côtés du personnel soignant, Au milieu. c'est le robot qui mène les activités. Excellent. Je trouve qu'il est adorable. On croirait un petit bébé. Ça vous embête pas de faire de l'exercice avec lui alors? Oh, pas du tout alors. Genou gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien, Madame Descamps. Merci. Allez, on va toucher ses pieds là-bas. Bien plus qu'un coach sportif qui distribue les encouragements, Nao crée du lien entre les résidents. C'est fait pour rassembler tout le monde. Et on sent que les gens se sentent bien là, à faire tout ça. On se sent moins seul déjà. C'est déjà qu'après le combo de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. Un peu de sport et du béco pour la mémoire.
C'est très bien ce robot. Ah oui, très bien trouvé. Ben, pourquoi ça amuse quand même. Hein. Et puis, celui qui a trouvé ça, ben, chapeau. Hein. Ceux qui ont inventé ça, figurez-vous qu'ils travaillent à 2 pas de là. À Issy-les-Moulineaux, nous voici chez Aldébaran, le leader mondial des robots humanoïdes. Sur ces grands bureaux, des NAO qu'on programme pour devenir plus intelligents, plus humains. Et essayer de se cacher en disant qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu penses de la situation. Là, ça fait 1 heure que vous lui apprenez à chuchoter, en fait. C'est ça, exactement, tout à fait. En 1 heure, il a appris à chuchoter. Créée en 2005 par un passionné, l'ancienne start-up réalise aujourd'hui environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. À la tête du service de recherche, Rodolphe Gélin. Une bonne partie du secret des robots d'Aldébaran, c'est qu'un geste robotique, suivant la façon dont il est programmé, soit ça va être un geste très mécanique, robotique, soit ça va être un beau geste d'un compagnon. Et donc là, on a des gens qui viennent du monde du dessin animé, de l'animation des jeux vidéo, et donc ils vont savoir qu'un geste robotique, il ne doit pas être comme ça, il doit être tout en souplesse, et c'est ça qui va faire le charme d'un robot. Aldébaran, c'est aussi des ingénieurs, des programmeurs, des designers, 400 personnes en tout. Et voici le dernier né de la maison, Pepper. Lui peut reconnaître les émotions et même le visage du patron. Bonjour Rodolphe, ça me fait plaisir de te voir. Quel bon vent t'amène. Aujourd'hui, on a la visite de France 2 qui est venue te voir. Ah, c'est pour cela que tu souris autant. Ouais. Surtout ne dis pas trop de bêtises en interview. Je vais essayer. Pour ce robot, Rodolphe Gélin et son équipe ont de grandes ambitions. Dans cet appartement témoin, Pepper apprend à se repérer. Car un jour, promesse d'Aldébaran, les robots humanoïdes envahiront nos intérieurs et apprendront toutes nos petites manies. Il voit que je vais m'asseoir dans mon canapé et il dit « Ah, là !» Et il sait que quand je me mets dans ce canapé, généralement, c'est parce que je veux regarder la télé en buvant un coup. Et il dit « Tiens, tu veux que je t'allume la télé? Voilà la télécommande, voilà ce qu'il y a à la télé ce soir, tu veux que j'aille te chercher une bière ?» Voilà, c'est ça, vraiment le type de vie avec les robots qu'on imagine. Peppa. Un rêve pas si lointain. Pepper est déjà en vente au Japon. Le grand public va enfin découvrir à quoi peut ressembler une vie avec les robots. Le début d'une révolution. Comme avec les smartphones. Au début, les premiers smartphones, on les avait juste pour s'amuser parce qu'il y avait des jeux. Et puis petit à petit, les gens ont eu des idées. En voyant cet objet chez eux, on se dit « Ah oui, mais il pourra aussi me rappeler mes agendas. Il pourra aussi regarder le nombre de pas que je fais dans la journée. » Et puis petit à petit, on va enrichir notre smartphone et notre robot de services dont on n'a probablement même pas l'idée aujourd'hui. Pas de doute, ces robots de service nous amusent déjà. C'était super. Est-ce que maintenant tu peux me donner la main, s'il te plaît? Attends, je crois pas qu'elle... Est-ce que tu peux me donner la main? Même si parfois ils sont encore un peu capricieux. Je crois que vous la main droite, s'il te plaît. Ces enfants imaginent très bien ce qu'ils pourraient en faire. Qui porte mon cartable pour quand je vais à l'école. Parce que parfois il est un peu lourd. Ranger mes jouets. Oui. Par exemple, si on n'a pas de frères et sœurs, c'est bien aussi. Parce qu'on peut jouer avec lui, on s'ennuie pas. Mais les robots de service, ce ne sont pas que de gentils copains qui nous tiennent compagnie. Ils peuvent aussi travailler. Dans l'agriculture, par exemple, ils traitent déjà les vaches. Ce robot a même été créé il y a 30 ans. Vous ne le saviez peut-être pas, le monde agricole est précurseur en robotique. Lui est étonnant. C'est ma brouette en fait. Un robot Baudet inventé dans un laboratoire de Clermont-Ferrand.
Ah non, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Il y a un capteur de proxymétrie qui est dedans, c'est-à-dire un capteur de distance. Il repère mes jambes et ensuite il suit mes jambes. Alors, donc il peut me suivre moi? Bien sûr, vous l'essayez. Donc mettez-vous devant, j'appuie sur le bouton, voilà. Et comment il me reconnaît alors? Le capteur de distance repère vos jambes. Si vous approchez, il ne recule pas. Par contre, ça vous permet de prendre des choses à l'intérieur ou d'en mettre. Bon outil pour les récoltes, c'est super ça. Hein. Bah, c'est pour les exploitations maraîchères, ouais. Les vignes, domaines forestiers, les plantations de pins également. Où les gens, ils ont sur leur côté plein de petits pins à planter. Et ils portent ça dans des grillages, donc c'est la pénibilité au travail. C'est d'autant plus important qu'on est de moins en moins nombreux sur nos exploitations. Les exploitations s'agrandissent et on a de moins en moins de main-d'œuvre. Donc automatiquement, on passera par ces systèmes de robotisation. 6 millions d'agriculteurs dans les années 50, moins d'1 million aujourd'hui. Les agriculteurs ont besoin de nouveaux bras sur leurs exploitations. Un peu comme lui, Ose, un robot magicien capable de désherber les allées maraîchères en toute autonomie. Grâce à ses capteurs, il repère l'emplacement des légumes et fait son demi-tour tout seul. Alors le principe de ce robot, c'est de désherber mécaniquement, donc sans utilisation de produits, et puis surtout de donner du temps aux maraîchers pour faire d'autres tâches. Les herbages, ça demande du temps, donc autant que ce soit une machine qui le fasse. Les robots d'assistance se sont imposés dans l'agriculture. Ils sont aussi de plus en plus utilisés dans les hôpitaux. Au CHU d'Amiens, service de neurochirurgie. Aujourd'hui, c'est Rosa qui opère. Enfin, qui assiste le docteur Lefranc. Dans le bloc opératoire, ce chirurgien passe autant de temps la main sur une souris qu'avec un bistouri. Le robot va entrer dans le cerveau? Non, il se place juste devant. Et puis, nous, on va pouvoir descendre nos instruments le long de la trajectoire planifiée. Comme une cible, en fait. Comme une cible, Il exactement. montre le chemin. Exactement. Aujourd'hui, intervention sur un malade de Parkinson. Pour diminuer les symptômes, il faut lui implanter 2 électrodes dans le cerveau. Comme un GPS, le robot se place à l'endroit précis où le médecin doit glisser ses instruments. Il va le guider au millimètre près, grâce à ces images en 3 dimensions. Une toute petite déviation qui est de 1 mm en réalité. Là, c'est là où on devrait être, et ça, on va le corriger. Et ça, il n'y a que le robot qui est capable de le faire. Là, l'électrode marchera mieux, donnera plus d'effet. Alors, on va aller corriger ça. Cette opération, les chirurgiens savent la faire sans robot, mais pas à ce niveau de précision. Avant Rosa, le patient devait être opéré éveillé. Et l'intervention qui a duré 10 heures prenait 2 fois plus de temps. Rosa, là encore, une invention française. C'est à Montpellier que ce robot chirurgien a été conçu par la société Medtech. Son patron est peu connu en France. Pourtant, il y a 4 ans, il a été désigné par les Canadiens 4e entrepreneur le plus révolutionnaire, juste derrière le fondateur d'Apple, le patron de Facebook et James Cameron, le réalisateur du film Titanic. C'est bien moi, je confirme. Confirmé, c'est bon? C'est bien moi, ouais, effectivement. Ça. 4e entrepreneur le plus révolutionnaire. Vous êtes gêné? Non, j'en suis extrêmement fier. Bertin Naoum la joue modeste. Pourtant, son entreprise est aujourd'hui cotée en bourse. Vous voyez les différents robots qui seront très prochainement utilisés dans différents hôpitaux de par le monde, aux États-Unis, en Inde, en Asie. Il réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'étranger. 10. Pour autant, pas question de quitter Montpellier.
Ce patron trouve ici tous les cerveaux dont il a besoin. Je trouve qu'en France, on a la chance d'avoir un système éducatif qui est extrêmement performant, efficace, même s'il est souvent décrié. Mais en tous les cas, on est capable de trouver des gens extrêmement bien formés qui permettent à des sociétés innovantes telles que les nôtres de trouver toutes les ressources humaines nécessaires à la mise au point de nos projets. La France peut se vanter de trouver des patrons innovants, des ingénieurs de talent. Le problème, c'est l'argent. À ses débuts, Medtech a bien reçu des aides publiques, mais c'est aux États-Unis qu'elle a trouvé le plus gros de son financement. Très concrètement, on n'avait pas réussi à convaincre un quelconque fonds d'investissement de nous accompagner, et donc français. Et je dirais ce qui nous a un petit peu sauvés, c'est un jour cet appel téléphonique du leader mondial qui, depuis les États-Unis, nous a identifié petite start-up de 4 personnes dans le fin fond du Languedoc-Roussillon. La start-up a vendu ses premiers brevets aux Américains, 3 millions d'euros pour pouvoir développer Rosa. C'est bien là le paradoxe français. En robotique, nous sommes classés parmi les meilleurs au monde en recherche fondamentale derrière les États-Unis et le Japon. Mais personne chez nous ne prend le risque d'investir dans nos innovations. À Lyon, un homme s'affaire dans tous les sens pour inverser cette tendance. Je m'appelle Bruno Bonnel. Une rovolution, la révolution des robots est en marche et la France a tous les atouts pour y participer. Bruno Bonnel, un entrepreneur qui, depuis 10 ans, a tout misé sur la robotique. Premier pari, ce robot aspirateur. Il en a vendu 1 million dans toute l'Europe. Bonjour, allez, suivez-moi pour la visite d'Awavodka. Sa dernière trouvaille, un avatar monté sur roulette. Bonjour tout le monde. C'est comme avoir le patron à côté de vous, en vrai? Ouais, il est juste moins carré, en vrai. Et une façon bizarre. Lui en est convaincu, le marché des robots va exploser. Et la France a une carte à jouer. La robotique, avec des emplois d'ailleurs qui sont certainement inconnus à aujourd'hui, c'est certainement génératrice de centaines de milliers, voire de millions d'emplois. Et tout jeune d'ailleurs qui se lance dans la formation avec une optique robotique à quelque niveau que ce soit, sera 100% garanti de trouver un emploi d'ici l'an 2025. Notamment en France. Et surtout en France, bien sûr. Alors il y a 2 ans, il a posé la première pierre d'une véritable filière de la robotique en France. Monsieur Montebourg, et bienvenue dans notre univers. En 2013, avec l'appui du gouvernement, il lance Robolution Capital, le premier et le seul fonds d'investissement entièrement dédié aux robots de service. Son credo ? Développer des projets comme celui-ci. Une voiture sans chauffeur. Grâce au fonds, la petite start-up lyonnaise peut conserver son avance technologique. Robolution Capital, ce sont 80 millions d'euros à investir dans une trentaine de projets. Un partenariat public-privé. Le début d'une prise de conscience vitale, mais un peu tardive. Au moins pour Pepper et Nao, nos 2 fleurons français. Ils ont déjà été rachetés. Et où se trouve leur nouvel actionnaire? Au Japon. À 11 heures de vol de Paris, Tokyo. Tokyo, capitale bouillonnante et étonnante, 38 millions d'habitants, la ville la plus peuplée au monde. Des hommes et des robots, et le plus célèbre d'entre eux, c'est lui, Asimo. Les Japonais sont tous à ses pieds. Même Barack Obama est tombé sous son charme lors d'une visite à Tokyo.
Asimo sait parler, il sait courir. Je pense qu'il est beaucoup plus cool que les autres robots. Mais vous aimeriez avoir un robot chez vous, si c'était possible? Tu en veux un? Ah oui, on aimerait bien. C'est vrai que quand je suis au travail, mon fils reste seul à la maison. Donc ce serait bien d'en avoir un qui reste avec lui pour discuter. Quelque chose de différent de la télévision et avec qui il peut communiquer. Je pense qu'en fait, les robots seront de plus en plus présents. On ne sera pas entièrement dépendant d'eux, mais les robots trouveront leur place dans la société. Le Japon a déjà son David Pujadas, mais il est féminin et robotisé. Plus vrai que nature. Regardez son grain de peau. Il ressemble en tout point à celui d'un humain. Ces machines futuristes, les Japonais en sont fous. D'ailleurs, il suffit de se balader dans le quartier chic de Ginza. Au détour d'une boutique, vous serez peut-être accueilli par un drôle de vendeur. C'est Pepper, notre robot français. Ici, on peut l'acheter 4 200 € pièce. 500 modèles ont été vendus en quelques heures seulement. Qui donc a pu craquer pour un bonhomme de plastique à ce prix-là? Réponse dans le quartier branché de Yanaka à Tokyo. Voici Tomomi, qui promène son nouveau compagnon. Du haut de ses 29 ans, cette blogueuse ne passe pas inaperçue. Elle a déboursé 3 mois de salaire pour Pepper. Ça fait cher le selfie, mais il ne se quitte plus. Dans la rue, en taxi, dans le métro. Et le soir, pas question de s'endormir sans une petite comptine de Pepper. Quand on vous disait que les Japonais étaient dingues de robots. Bonjour, je suis François Langlais. Bonjour, moi c'est Tomomi. Je vous ai vu de loin. Oui, j'avais envie de me promener avec lui. C'est pour ça qu'il est avec moi. Et vous avez l'air vraiment proche. Oui, bon, ce n'est pas comme un membre de ma famille, comme ma sœur ou mon frère, ou comme un petit ami. Ce n'est pas non plus un animal domestique. Pepper, c'est Pepper. C'est ce nouvel être avec qui je partage ma vie. Tu veux toucher sa main? Il est beaucoup plus mignon qu'à la télévision. J'aimerais bien faire comme la dame, me promener avec lui. Qu'est-ce que vous pensez de ce robot dans la rue? C'est surprenant. Ah, c'est celui qui bouge, qui a un mouvement très fluide. Oui, c'est ça. Et vous, vous aimeriez avoir un robot? Oui, j'aimerais bien. J'en veux un. J'aimerais qu'il me donne des conseils. Et vous feriez confiance à un robot? Oui, parce que c'est un être pur. Je lui ferai confiance. Il a l'air honnête. Comment expliquer cette fascination des Japonais pour les robots? Pourquoi le pays du soleil levant a-t-il pris autant d'avance dans la robotique? Ces questions, nous allons les poser à Karine Poupée. Alors comment s'appelle ce quartier? C'est Tachiya-Gawa. D'ailleurs, celui-là, là, le cheval, c'est la mascotte du quartier. Il s'appelle le Ryokun. C'est en hommage à un samouraï. Cette Française est une spécialiste du Japon. C'est le quartier traditionnel. Elle vit dans l'archipel depuis 13 ans. Voilà, c'est un quartier sympa. On peut peut-être s'arrêter là? Eh bien, volontiers. Voilà. Ce sont les fameux yakitori. Yakitori. C'est vous qui commandez? Konnichiwa. Hitotsu zetsu de ii desu ka? Hai, onegai shimasu. On s'installe?
Karine Poupée, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Les Japonais, c'est un portrait de la société japonaise. Qu'est-ce qui explique que ce peuple soit si enthousiaste avec les robots? Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a des facteurs historiques, il y a des facteurs culturels, il y a des facteurs un petit peu religieux. Et en fait, les Japonais ont une passion pour la fabrication de choses. Donc ils aiment les choses. Les Japonais ont vis-à-vis des machines en général et des robots en particulier une certaine amitié. Ils ont une fascination. Parce qu'amitié, on a de l'amitié pour un homme, pour une femme, pour un être animé, pour un animal, bien sûr. Pour eux, les machines ont une âme aussi. Ce ne sont pas simplement des machines qu'on utilise et puis qu'on jette. C'est pas du consommable, c'est quelque chose qui vit avec nous, qui nous rend service. Et à partir de ce moment-là, c'est quelque chose à qui on doit accorder un certain respect. Et, une âme pour les machines. Une âme pour les machines. Il y a aussi des considérations économiques qui expliquent l'intérêt des Japonais pour les robots. Bien sûr, la population japonaise diminue d'année en année. On est dans le pays le plus vieux sur la planète. Les 65 ans représentent déjà un quart de la population. Ça va s'accélérer, ça va monter à 40% dans les années 2050-2060, ce qui est quand même énorme. Arigato. Parallèlement, les moins de 15 ans ne représentent pour l'instant que 13% de la population et la dénatalité se poursuit. Donc il faut pas rêver, ça va pas remonter comme ça. Il n'y aura plus de bras pour faire tourner les usines japonaises. Il faut remplacer. Remplacer comment? Bon, vous avez les robots. Les immigrés, on verra après éventuellement. Parce qu'il y a une prévention contre l'immigration qui est très forte. Alors, c'est un pays qui est encore fermé, c'est clair. On ne fait pas entrer comme ça des travailleurs immigrés très facilement au Japon. Et s'ils acceptent de la main-d'œuvre étrangère, croyez-moi, ce sera ingénieurs, médecins, ce seront des têtes plus que des bras. Donc les bras, ce seront les robots. Dans les pays occidentaux, les gens ont peur d'être remplacés par les robots. On a l'impression qu'ici, c'est pas du tout le cas. Non, parce qu'ici, on considère les robots comme des amis. On va travailler avec, ils vont pas nous remplacer, ils vont pas nous piquer notre boulot. Donc on est dans une approche qui est plutôt de se dire, les robots, on va leur filer tout ce qui est ingrat, tout ce qui est pas intéressant comme boulot. Eux, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour faire des tâches répétitives, pour réfléchir de mieux en mieux. Mais s'ils arrivent à réfléchir, c'est parce que l'humain leur aura appris à réfléchir. Alors après se posent des tas de problématiques. Il ne faut pas y considérer que parce que techniquement c'est possible, c'est résolu. Il y a des problèmes auxquels déjà sont confrontés les Japonais dans l'utilisation des robots. C'est les problèmes d'assurance. Imaginez que vous envoyez votre robot domestique faire les courses à votre place. Entre-temps, il provoque un accident de la circulation. Qui est responsable? Est-ce que c'est vous, le propriétaire du robot? Est-ce que c'est le fabricant du robot? Donc les sociétés d'assurance sont impliquées là-dedans et pour l'instant elles disent non. Il faut revoir complètement le corpus législatif. Ça veut dire qu'ils sont déjà en train de penser bien sûr. Aux dégâts, aux dommages que pourrait causer un robot. On ne peut pas penser une machine quelle qu'elle soit ou un produit quel qu'il soit sans ses revers. Vous avez déjà dans certains hôpitaux des robots qui promènent la nuit des échantillons de sang et d'urine à passer d'une machine à une autre machine pour faire une batterie d'analyse. Là aussi, se pose le problème de la responsabilité. Si jamais il y a une erreur de manipulation et autres, qui est responsable? On imagine même qu'on fait tellement confiance aux robots qu'on se dit que les robots vont garder les enfants. On leur confie ses enfants et ses parents. Voilà, les parents et les enfants. Et puis on va travailler à des tâches qui ne sont pas ingrates. Nous sommes ici sur l'île de Kyushu, au sud de l'archipel japonais. On l'appelle l'île des robots, parce que c'est ici que se sont installées des dizaines d'entreprises spécialisées dans la fabrication d'automates en tout genre. La robotique japonaise, l'une des meilleures du monde, c'est sur ces rivages qu'elle est née. Robots de service, robots industriels bien sûr, des dizaines d'entreprises sont installées sur cette île. Berceau de la civilisation japonaise, Kyushu est aussi la terre de la robotique. Tebuzaku ni onegai segai. Onegai shimasu. Pas facile le japonais là, j'ai encore des progrès à faire. Nous traversons les rizières en route pour l'une des plus anciennes fabriques de robots. Le bâtiment est un peu défraîchi. Arigato. Certains robots ont plus de 20 ans d'âge. Konnichiwa. Bonjour. Konnichiwa. France en anglais. How are you?
Mais qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est un vieux robot? Ça, c'est T-53, un robot de sauvetage. Il peut aller dans les endroits dangereux où personne ne peut aller, comme après un séisme. Il a 2 bras télécommandés à distance. Ça, c'est notre showroom. Lui aussi peut être commandé à distance. C'est EMSE 4. Ah, il bouge la jambe. Mais ça sert à quoi? C'est un robot de surveillance qui garde la maison. Il est muni de beaucoup de capteurs sensoriels. Si un voleur pénètre chez vous, il le détecte et vous prévient. Là, c'est l'endroit où on fabrique les robots. Celui-ci, il est cassé, non? Oui, on est en train de le réparer. D'accord, c'est la tête et le corps ici. Il travaille dans un centre commercial pour amuser les enfants. Souhaiter les anniversaires aussi. Mais le dernier né du groupe a une toute autre utilité. Dans les facs de chirurgie dentaire. Alors, dites-moi ce qui ne va pas. Regardez bien cette patiente, pas comme les autres. C'est un robot. Ouvrez bien la bouche, s'il vous plaît. Grâce à des capteurs, elle réagit à la douleur et aux maladresses des étudiants. Là, on va lui ouvrir la bouche. Elle bouge la langue, elle respire. C'est comme un être humain. Grâce à ce robot, j'aurai les bons réflexes le jour où je serai face à un vrai patient. On a toute une gamme d'autres robots. Par exemple, un robot conçu pour simuler le sauvetage en mer. On aimerait bien développer notre activité dans d'autres domaines. On ne fabrique pas seulement des robots humanoïdes. Sur l'île de Kyushu, le fer de lance reste la robotique industrielle. 60% des robots vendus dans le monde sont japonais. Bonjour, enchanté. Bienvenue à Yaskawa. Merci beaucoup. Yaskawa, le numéro 1 mondial. Nos robots vont vous souhaiter la bienvenue. Venez ici, s'il vous plaît. Ici, on est accueilli en musique. À l'intérieur de l'usine, c'est un véritable ballet de bras robotisés. Cette entreprise, fondée il y a 25 ans, a vu son chiffre d'affaires faire un bond de 17% en 2014. Je vais vous montrer notre principal produit. Mais à quoi il sert celui-là? Ce robot sert à faire de la soudure. Des bras principalement pour l'industrie automobile, comme dans cette usine Toyota, ou encore chez Nissan. Et ici, difficile de trouver un seul humain. Ce type de robot aide les gens. Par exemple, si un employé doit porter quelque chose de très lourd, le robot peut très facilement le faire à sa place. Je vois pas beaucoup d'employés. Oui, c'est normal. Ces robots sont fabriqués par des robots. Des bras vendus au Japon, en France, aux États-Unis, en Chine aussi. Ils sont de plus en plus présents dans les usines, bientôt dans nos foyers. C'est à se demander si un jour nous n'aurons pas tous notre double, sorte de clone multiconnecté qui pourrait tout faire, ou presque, à notre place. Ici au Japon, on l'envisage déjà. À Osaka, la métropole du sud de l'archipel, j'ai rendez-vous dans ce laboratoire où l'on prépare des robots d'un nouveau type. Hello. Qu'est-ce que c'est encore que celui-là? Il sert à quoi? Il s'appelle Télénoïde. Je peux le prendre? Oui, allez-y. C'est un robot de télécommunication. La spécialité ici, ce sont les robots à l'apparence des hommes. Ce laboratoire est dirigé par le gourou mondial de l'Android, le professeur Ishiguro. Je vais vous montrer mon secret. Les professeurs, car ils sont deux.
Et voici Geminoid, mon double. C'est exactement le même. Ah oui, je l'espère. Est-ce que vous pouvez me présenter à vous-même? Oui, oui. Geminoid, tu pourrais nous dire quelque chose? Ça va bien, merci. Tu peux te présenter à notre invité? C'est incroyable. Mais d'où ça vient, cette voix? Ah, ça vient de la pièce derrière moi. Vous pouvez me montrer? Et voici l'opérateur. Voilà, voici le micro. Bonjour. Et devant vous, tout le système qui permet de contrôler le robot. Vous pouvez contrôler les mouvements? Oui, les mouvements de la tête suivent ceux du casque. Et quand je parle, il parle. Pourquoi les robots vous passionnent-ils comme cela? J'ai commencé ma carrière dans l'informatique et petit à petit j'ai travaillé sur l'intelligence artificielle. Très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait donner une forme humaine à tous ces ordinateurs de plus en plus performants, sans quoi cette science ne pouvait se développer. Mon objectif, c'est de comprendre ce qu'est l'intelligence et ce qu'est un être humain. Mais vous faites ça dans quel but? Ça vous sert vraiment à quelque chose? Oui, bien sûr. Vous savez, ce robot, c'est une forme de plateforme pour la science. Mais on peut aussi l'utiliser pour des applications plus pratiques. Par exemple, si je veux intervenir dans une conférence, je n'ai pas besoin de parcourir le monde pour le faire. Et puis quand je serai vieux, eh bien je pourrai juste l'envoyer à ma place. C'est quoi ces figurines là-bas? Ça sert à quoi? Je vais vous montrer. C'est étrange, ça ressemble à un humain, mais pas tout à fait. En fait, c'est une ébauche très basique du corps humain. Mon double, là, il est très bien pour me représenter. Mais celui-ci, il peut représenter n'importe qui. Et quand vous entendez une voix sortir de son haut-parleur, vous vous imaginez la personne au travers du robot. Il pourrait être vous, comme il pourrait être moi. Oui, enfin, c'est plutôt moi que vous, hein. Donc ça pourrait servir de téléphone. Oui, bien sûr, avec lui, vous pouvez converser de manière naturelle, juste parce qu'il a une forme humaine. Donc c'est très bien pour tout le monde, les jeunes enfants, les personnes âgées, qui pourraient facilement l'utiliser. Alors c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que vous allez encore inventer? Je viens de recevoir une bourse de la part du gouvernement japonais. Je commence un nouveau projet qui devrait voir le jour dans 5 ans. Le but, c'est de développer un robot entièrement autonome, avec des intentions, des désirs. C'est mon nouveau défi. Du désir pour un robot, mais jusqu'où iront-ils? Allez, on rentre à Paris. Moi, c'est Pepper. Je suis Nao. Tu veux me voir danser? Retour au siège de la société Aldébaran. Nao, je te présente François Nao. Bonjour Catherine, bonjour François. Je suis content de te voir ici. Voici Catherine Simon. Donc il sait faire plein de choses. Elle organise InnoRobot, le salon annuel du robot en France. Et qu'est-ce que tu lui fais faire à Nao? Donc là, je lui fais se lever, il va parler, il va nous dire bonjour. Pour elle, pas d'état d'âme. Si la France veut rester dans la course, elle doit utiliser à grande échelle les robots. Pourquoi la France est-elle en retard dans l'utilisation des robots? Alors déjà, on a raté la révolution industrielle, la robotisation, pour des raisons culturelles essentiellement. On a peur des robots. Nous, les Français, on a peur. Oui, les Européens, d'une manière générale, sont bien moins enthousiastes à l'idée de la robotique que les Asiatiques. Les Asiatiques ont une tradition culturelle de donner une âme aux choses. Donc, pour eux, les robots sont des amis. Pour nous, on a plutôt les références culturelles d'Asimov, de Karel Capek, des films hollywoodiens. De robots qui font peur. De robots qui vont se rebeller contre l'être humain, prendre le pouvoir. C'est un premier élément. Il y en a d'autres? Il y a d'autres raisons? Oui, alors on a un tissu industriel qui est différent, par exemple, de celui de l'Allemagne. On a beaucoup plus de petites structures et puis peut-être une façon de collaborer des syndicats et des lobbies qui est différente en France. Vous pensez que les syndicats français jouent un rôle dans la prévention qu'on a contre les robots? Alors, ils ont joué un rôle historiquement. En France, on a eu plutôt un dialogue et du lobbying anti-automatisation. Aujourd'hui, ce débat est dépassé. Il faut essayer de... Changer la culture. Non, pas changer la culture. Informer les gens
pour qu'ils puissent intégrer dans la culture ce progrès technologique. Si on avait à quantifier le retard de la France en matière d'utilisation de robots, tiens, on pourrait peut-être demander ça à un robot. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine? Très bonne idée. Nao, est-ce que tu saurais combien de robots sont vendus chaque année? Oui, bien sûr, François. 180 000 robots industriels ont été vendus dans le monde en 2013. La moitié en Asie, 18 000 en Allemagne et seulement 2200 en France. Nao le dit lui-même, c'est pas beaucoup, 1% seulement des robots vendus dans le monde entier. Oui, les robots industriels n'étaient pas très adaptés aux petites structures. Maintenant, la nouvelle robotique collaborative qui vous permet d'automatiser simplement une tâche dans une chaîne complète de production va permettre à la robotique de s'exprimer aussi en France. Tu le déportes un peu? Ah, il pourrait le déporter un peu par là. Aujourd'hui, cette PME accueille une nouvelle recrue. Ça, le grand carton, c'est fragile là-dedans, hein. On fasse attention. Il s'appelle RS10L. Le patron et les ouvriers sont aux petits soins. C'est bon, c'est là? Un mélange d'excitation et d'appréhension. Là? Voici le tout premier robot de l'entreprise. C'est notre nouveau collègue. Le robot va reproduire les mêmes gestes que les ouvriers. Poser les pièces, serrer les étaux pour fabriquer les lames de machine-outils. Il va faire du boulot, hein. Il va me soulager. Soulager des tâches manuelles à faire. Bloquer les étaux, et c'est lui qui va tout faire, hein. Il parle pas, lui. Il travaille toujours. Et il s'arrête jamais. Parce qu'il ne s'arrête jamais, l'entreprise espère doubler sa production. Pour cette PME de 20 salariés, l'investissement est de taille, 150 000 €. L'objectif, produire au même prix que les usines chinoises sans délocaliser. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on travaille 8 heures en moyenne par jour. 8 heures, c'est rien sur une journée complète. Donc si on peut gagner en activité les heures pendant lesquelles on ne travaille pas, donc le soir et la nuit, c'est tout, on est gagnant, quoi. L'entreprise est gagnante. Et c'est comme ça qu'on arrivera à être compétitif par rapport à d'autres pays. Roland, lui, va désormais surveiller et entretenir son double métallique. Alors forcément, il se pose quelques questions. On appréhende, on attend de voir ce que le résultat va donner avec le robot. Mais c'est vrai qu'on a un peu peur de son arrivée. Le robot va-t-il piquer le boulot de Roland? Ou au contraire, comme l'espère son patron, permettre de développer l'entreprise? La réponse, la voici. À 500 km de là, à Sélestat, en Alsace. Chez le numéro 1 français de la cuisine, les robots se sont déjà fait un nom. Donc là, il y a la lignée des Dalton. Donc vous avez Joe, Jack, William et Avril. Avril est en arrière-plan, il est un peu plus grand que les trois autres, hein, et il travaille un peu plus doucement. C'est le plus bête. C'est pas le plus bête. Il travaille plus doucement et c'est le plus grand. Voilà donc les fameux Dalton. Et aussi Tic et Tac, petits et rapides. Dans l'une des usines les plus automatisées de France. Les robots y traitent 80% des tâches et ont permis de doubler la production en proposant des cuisines totalement sur mesure. Le premier robot date de 1998 chez nous. À l'époque, on faisait 3 couleurs de meubles. Aujourd'hui, on est à 50 couleurs de meubles. On est sur un créneau qui permet de produire un produit innovant que d'autres confrères n'ont pas. Donc ça nous a permis de garder et de faire progresser le nombre de salariés au niveau de la salle. En effet, le nombre de salariés a progressé. Regardez, de 1306 employés en 2010 à 1445 aujourd'hui. Les robots, ici, n'ont pas volé le boulot, aucun licenciement.
car l'entreprise a reconverti la plupart de ses ouvriers. Et ils ont gagné en confort de travail. Ce que le robot est en train de faire, c'est nous les opérateurs qui le faisions avant. La prise de panneaux manuellement entre 20 et 30 kilos à déposer sur des convoyeurs. C'est lui qui nous remplace, qui fait notre travail. J'ai plus de problème de dos et le travail est grandement facilité. Francis Cuvillier est monté en grade. Dorénavant, il surveille le robot et intervient en cas de panne. Pour cela, comme ses collègues, il a suivi une formation. Ça va me demander de contrôler les verniers axes 1, 4 et 6. Okay. Avec moi. Aujourd'hui, Christophe Davout révise. Lui qui était manutentionnaire est retourné à l'école pendant 8 mois pour apprendre les bases de la robotique. Sacré challenge pour cet ouvrier qui s'était arrêté au CAP. Retourner à l'école à presque 40 ans pour étudier voilà, la robotique, l'automatisme, même si ce n'est que les bases. C'est pas, je vais pas dire c'est pas donné à tout le monde, mais voilà, faut s'en donner les moyens, faut en avoir envie. Donc ouais, je suis relativement fier. Mais alors, que deviennent ceux qui ne veulent pas retourner à l'école ou qui n'en ont pas les capacités? Ceux-là contrôlent la qualité du boulot des robots ou réalisent les finitions trop pointues pour les machines. Mais ils sont de moins en moins nombreux. Selon la CGT, 16 postes d'ouvriers ont disparu en 2 ans, alors que dans le même temps, 28 techniciens et 37 cadres ont été embauchés. C'est bien ce que reprochent les syndicats aux robots. Ils créent de l'emploi, oui, mais de l'emploi qualifié. On n'embauche plus que des personnes hautement diplômées pour pouvoir conduire ces lignes. On n'embauche plus de main-d'œuvre. On n'en a plus besoin. Un CAP, un BEP ne rentrera plus chez nous pour conduire une ligne. Pourquoi? Parce qu'ils demandent un niveau de diplôme pour pouvoir conduire ces machines et s'adapter aux nouvelles technologies. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. La société prévoit de construire une nouvelle usine encore plus automatisée. Aujourd'hui, cette entreprise extrêmement robotisée fait figure d'exception, car la France a raté le tournant de la robotisation. Et c'est pour cela qu'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, a lancé en mai dernier le plan Industrie du futur. 5 milliards d'euros pour aider les entreprises à franchir le pas. Car nous n'avons en France que 125 robots industriels pour 10 000 salariés. C'est moins que les États-Unis qui en ont 152 pour 10 000 salariés. L'Allemagne, 282, le Japon, 323, ou encore la Corée, 437. Dans ces pays précurseurs, l'impact sur l'emploi a plutôt été positif. En Allemagne, l'emploi industriel a moins diminué que chez nous. Grâce à l'automatisation, il y a eu moins de délocalisation. Et pendant ce temps-là, la Chine met les bouchées doubles. Dans 3 ans, 1 robot sur 3 sera chinois. Direction Foshan, dans le sud-ouest du pays. Nous voici donc au cœur de ce qu'on appelle l'usine du monde, avec ses dizaines de millions de travailleurs à bas coût. A priori, pas besoin de robots. Et pourtant... Le dragon chinois est en train de s'éveiller à la robotique. Et comme d'habitude, il ne fait pas les choses à moitié. Nous avons combiné technologie robotique et culture folklorique locale. Normalement, vous avez 2 personnes sous chaque costume, plus un orchestre. Ça fait 10 personnes en tout. Là, elles sont remplacées par un seul robot. Et remplacer l'homme, cet importateur de robots n'y voit que des avantages. Et des robots, il en a pour tous les usages. Celui-ci fabrique des guitares. Celui-là fait la finition des robinets. Et un peu plus loin, d'autres polissent les baignoires. Avec un humain, pour polir cette baignoire, il faudrait 2 jours. Le robot, lui, le fait en 1 heure. Allez, 2 heures maximum. Il ne se repose jamais et lui, au moins, il n'a pas besoin de sécurité sociale. C'est sans état d'âme et ça paye. Son chiffre d'affaires a été multiplié par 5 en 1 an seulement.
Il fournit les grandes multinationales installées en Chine, entre autres le géant Foxconn, qui fabrique vos téléphones portables. Inimaginable pour un pays comme la Chine, certaines usines ont quasiment remplacé tous leurs ouvriers. L'atelier sans hommes, cela devient très tendance. Désormais, dans les usines, vous ne verrez plus personne, même pas d'éclairage. Les robots n'ont pas besoin de voir clair. Dans certaines usines, il y avait 300 ou 400 personnes. Il n'en reste plus que 2 ou 3. Les hommes, ils sont à l'étage, ils supervisent tout sur un écran de surveillance. En Chine, le temps c'est de l'argent, l'efficacité c'est la vie. C'est du moins ce qu'on peut lire dans les rues. Et les autorités chinoises ont pour la ville de Foshan et ses 7 millions d'habitants un projet très précis. C'est le tout-puissant directeur du développement économique qui nous l'explique. Le nom de son programme est sans équivoque. Notre projet s'appelle « Des robots pour remplacer les hommes » et il est dans une phase de développement exponentiel. On a calculé qu'il nous manquait, rien que pour la ville, 25 000 robots. Le problème, c'est que démographiquement, on a de moins en moins de travailleurs. Les entreprises ont des difficultés à recruter et les ouvriers veulent toujours être payés plus. Pénurie de main-d'œuvre, augmentation des salaires, voilà le nouveau problème chinois. Sur un coin de trottoir, les entreprises harponnent les ouvriers avec des arguments étonnants. Elle est trop loin, votre usine. Oui, mais il y a des filles qui y travaillent. Tu verras, elles sortent, les filles. Surtout le vendredi soir. C'est certain, les robots n'ont pas les mêmes attentes, ni les mêmes revendications. Avant, j'étais moins exigeante. Je prenais n'importe quel travail. Aujourd'hui, il faut que ça me convienne. Il faut un management humain et une bonne protection sociale. Mais vous demandez quel salaire? Entre 500 et 590 €. Un salaire de base? Oui, s'il y a des heures supplémentaires, elles doivent être payées en plus. Les salaires chinois augmentent de 20% par an en moyenne. Fini la main-d'œuvre nombreuse et corvéable à merci. Cette usine fabrique des pièces pour les voitures. Aujourd'hui, 2000 employés. Demain, combien de robots? Car le chef de la production ne jure que par ses nouveaux ouvriers. Beaucoup plus économiques. Cette chaîne presse la tôle 80 fois par minute. 80 fois. C'est ce qu'on a de plus moderne dans toute la Chine. Un homme, s'il presse 10 fois par minute, c'est déjà bien. Et devinez quoi? Je retrouve mon robot japonais, celui de chez Yaskawa. Jamais fatigué, jamais malade, ni pause déjeuner, ni besoin pressant. Mieux que l'employé du mois, Monsieur Yan a trouvé l'employé du siècle. Le robot, on l'achète une bonne fois pour toutes, on l'installe et il travaille pour nous pour l'éternité. Un jour, on ne verra dans cet espace que des robots. Les emplacements sont déjà prêts. D'ici 2 ans, 200 robots abattront le boulot de 1200 personnes. Les ouvriers, nés dans une société de plein emploi, n'ont pas conscience de la menace. Pour faire la soudure, le robot est plus efficace et plus rapide que moi. Nous, on fait seulement ce qu'il n'arrive pas à faire, parce qu'il n'a pas assez de place pour souder. Mais vous n'avez pas peur qu'il vous remplace? Ah, je n'y avais pas pensé. Ce n'est pas grave, je trouverai un autre travail. Vous en êtes sûr? Mais oui, je suis jeune. Ces jeunes Chinois n'imaginent même pas ce qu'est le chômage. Mais combien de temps connaîtront-ils le plein emploi?
La Chine aujourd'hui est le premier importateur de robots du monde. À Saint-Paul-en-Jarret, près de Lyon, on ne compte pas en milliers de robots, mais encore à l'unité. Rappelez-vous les doutes de Roland sur son nouveau collègue. Eh bien, après 2 semaines d'installation, c'est le grand jour. Le premier test du robot. L'essai est probant et Roland admiratif. On serait dans le futur. On a l'habitude de voir des personnes, mais là, du coup, non, on voit le bras, le robot faire notre travail. Son patron l'a promis, il ne licenciera pas, bien au contraire. Le robot va générer de l'activité et l'activité va permettre à Technic Carton de vendre ses produits plus loin, dans d'autres régions qu'elle le fait actuellement. Et ça va faire croître l'entreprise et forcément, on va embaucher. De quoi visiblement estomper les premières appréhensions. C'est vrai qu'au début, quand on entend le mot robot, on se dit, bon, on va se sentir remplacé par le robot. Mais en fin de compte, non, il est là juste il est là pour nous aider. Donc du coup, c'est un bien pour l'entreprise et pour nous. C'est la fin de la journée de travail. Enfin, pas pour tout le monde. Le robot va encore œuvrer pendant 5 heures. Roland et ses collègues, forcément, devront s'adapter. Pour que l'épitaphe qui trône dans le cimetière au-dessus de l'usine, à nous le souvenir, à eux l'immortalité, ne devienne pas un jour réalité. Alors, l'activité professionnelle serait réservée à une élite. Une nouvelle aristocratie qui posséderait les machines, organiserait la production, alors que les ouvriers, eux, seraient condamnés au chômage permanent. Il faudrait alors instaurer un revenu universel payé par l'État. Une perspective guère réjouissante. Mais n'allons pas si vite. La peur du chômage technologique, elle ne date pas d'hier. Déjà, en 1675, des tisserands anglais se révoltaient contre la mécanisation naissante de leurs ateliers par crainte de perdre leurs emplois. En France, 100 ans plus tard, 2000 ouvriers s'attaquent à une machine à filer le coton. Le mouvement le plus célèbre, encore en Angleterre, apparaît au 19e siècle. Ned Ludd détruit à Nottingham des machines textiles et le mouvement s'étend dans tout le pays. Il prendra le nom de mouvement des Luddites. À chaque fois, la technologie est accusée de mettre fin au travail alors qu'elle augmente la productivité et les revenus. Elle ne détruit pas l'emploi, elle le transforme. En fait, ce sont les métiers qui disparaissent et pas le travail. Pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui? Alors, comment imaginer cette vie avec les robots? Ne risque-t-on pas de perdre le contrôle face à des machines de plus en plus puissantes? Réponse sous la coupole de l'Académie française. Michel Serres, bonjour. Bonjour. Vous êtes un grand philosophe français et vous publiez ces jours-ci Le Gaucher boiteux. C'est votre dernier livre. Hakim El-Karoui, vous êtes un économiste éminent et vous vous intéressez de près aux robots. Michel Serres, est-ce que vous êtes robot-optimiste? Autrement dit, est-ce que vous pensez que cette cohabitation entre les humains et les machines humanoïdes, même pour certaines, se profile bien? Écoutez, ça dépend de ce qu'on appelle un robot. Si on appelle un robot ces machines extrêmement sophistiquées qu'on voit dans les chaînes d'usines, bon, ben voilà, elles sont en route, elles nous aident, etc. Si on n'entend pas robot, cette personne qu'on rencontre dans la rue ou dans le travail, qui ressemble à un homme et on ne peut pas distinguer si c'est un homme ou une machine, alors là, c'est évidemment terrifiant, mais il me semble quand même que c'est un cauchemar. Oui. Hakim El-Karoui, dans l'étude que vous avez faite, vous pronostiquez la disparition de 3 millions d'emplois en France à l'horizon 2025. Ça veut dire que 40% des emplois français seraient menacés par l'automatisation. Bientôt, dans les usines, il n'y aura plus d'êtres humains, ou seulement des êtres humains qui vont vérifier ce que font les robots. Donc ce qui est nouveau, c'est que c'est plus seulement les ouvriers qui vont pouvoir être remplacés par des machines, c'est aussi des cadres qui sont plutôt des professions intellectuelles. Et ça va changer très profondément les sociétés. Il y a des journalistes qui sont concernés, il y a des comptables qui sont concernés, il y a des courtiers en assurance qui sont concernés. Même, ouais. Mais aussi des banquiers, des secrétaires, des infirmières
des bibliothécaires et même des avocats. Depuis quelques mois, on entend des mises en garde de la part de scientifiques qui se succèdent pour nous alerter sur le fait que les machines vont devenir de plus en plus puissantes, que nous serions à la veille d'une rupture technologique qui permettrait aux robots de nous dominer, de nous contrôler. Parmi ces voix, il y a celle d'un grand scientifique qui s'appelle Stephen Hawking. Je vous propose qu'on l'écoute. Ce n'est pas un technophobe et son cri d'alarme est d'autant plus puissant. Je pense que le développement de l'intelligence artificielle peut mettre fin à l'humanité. À partir du moment où les hommes continuent de développer l'intelligence artificielle, elle pourrait évoluer d'elle-même et se redéfinir à un rythme que les humains, limités par l'évolution biologique, ne pourraient pas suivre. L'homme pourrait donc être dépassé. Écoutez, je ne voudrais pas être bêtement optimiste, mais la technophobie me fait quelquefois rire. C'est un fantasme. Si l'humanité doit disparaître, et c'est un problème sérieux, ce sera certainement pour d'autres raisons. Les problèmes actuels de climat, d'atomique, etc. Les problèmes d'énergie, oui, c'est possible. Mais pour l'intelligence artificielle, je doute. Voilà. Comment allons-nous vivre avec ces robots? Enfin, quel type d'interaction? Je vous propose qu'on regarde ensemble un extrait d'une série télévisée qui a été diffusée il y a peu de temps sur Arte et qui justement explore ces relations particulières entre l'homme et la machine. On est en déficit aujourd'hui et vu que les temps sont durs, on doit licencier du personnel comme beaucoup d'autres, sinon on va fermer. Il faut que tu comprennes, c'est une offre généreuse. Mais elle n'est valable qu'à une condition. Tu devras venir encore quelques semaines pour montrer à Yago ici présent en quoi consiste Yago, c'est le robot qui va remplacer Roger, le manutentionnaire licencié. Du métier. On aurait dû reprendre le travail depuis 20 minutes. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'avais dit de m'attendre où t'étais. Vous êtes en retard. La pause ne dure que 5 minutes en général. D'accord, et alors? Alors, si vous ne descendez pas pour continuer à me montrer les rudiments du métier, j'en informerai Maria. On doit reprendre le travail, la pause a assez duré. Tu vois la tache au plafond? Roger, j'en vois plusieurs. La plus grosse là, au milieu, tu peux pas la louper. Non! On a vu ici, dans cet extrait, une cohabitation conflictuelle. Oui. Est-ce que vous pensez que le fait que les robots qui sont représentés ici aient une forme humaine complique les rapports entre l'homme et la machine? Humain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire partie de Homo sapiens, mais ça veut dire aussi la bonté, l'humanité. Et c'est-à-dire cette espèce de sensibilité, cette espèce d'aménité, ou même de haine, si vous voulez, des sentiments en général, eh bien, ce robot n'en éprouve pas. Et au bout d'un certain temps, c'est vraiment sensible, c'est vraiment visible. Et alors, c'est terrifiant. Vous savez, une personne totalement intelligente et totalement rationnelle est un monstre. Hakim El-Karoui, on a déjà à Hong Kong un robot qui est administrateur de société. Est-ce qu'on peut imaginer demain qu'une entreprise soit dirigée par un robot? On peut l'imaginer. Le principe, c'est qu'on rentre une infinité de données dans un logiciel. Le logiciel traite ces données. Et le logiciel d'aide à la décision. Voilà. Et à la fin, le logiciel a tellement de cas de figure dans sa base de données qu'il est capable de prendre des décisions. Mais il a un peu de manque de sensibilité. Et puis surtout, tout devient rationnel. Et dans le monde économique, comme dans le monde, comme dans la vie en règle générale, tout n'est pas rationnel. Ça veut dire que, pour reprendre un exemple que vous donnez dans votre livre, un robot ne pourrait pas inventer la tarte tatin. Un robot ne vous fera toujours que du format, c'est-à-dire la rationalité à l'état pur. Oui, mais l'entreprise, c'est comme la vie, comme l'a dit notre ami. Comme l'innovation, comme la création. Il faut trouver l'avenir, c'est-à-dire innover, inventer, etc. Et par conséquent, ça se fait avec l'instinct, les sentiments, les émotions. Bon, l'inventeur est toujours un peu fou. L'inventeur est toujours un peu... Oui, un peu gaucher, un peu boiteux, voilà, un peu différent, voilà. Oh, ça n'est pas un robot qui aurait pu inventer la tarte tatin. Histoire d'un accident d'une tarte aux pommes ratée des sœurs Tatin, devenue recette à succès. Un robot à la barre du Santa Maria n'aurait pas, comme Christophe Colomb, découvert l'Amérique, mais bien les Indes, comme le voulait initialement le navigateur. Un robot n'aura jamais ce supplément d'âme si important pour la décision ou la création. C'est pour cela qu'un psychologue, un chorégraphe ou un calligraphe
ne seront jamais remplacés par les machines. Vous l'avez vu, ici au Japon ou bien chez nous en France, il y aura bientôt des robots semblables à nous et capables de nous égaler. Et encore, nous ne sommes qu'au début de la révolution de l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, comme à chaque changement technologique, il y a les enthousiastes et les craintifs, ceux qui parient sur la renaissance et ceux qui au contraire redoutent l'apocalypse. Et pourtant, la fin du travail n'est probablement pas pour demain. Bien sûr, le travail change et nos emplois changent avec lui. Mais après tout, la technologie n'est pas autre chose qu'un outil entre nos mains. Et c'est à nous de bien l'utiliser. Merci de nous avoir suivis. Sayonara.